Elle fut la première dame à présider les travaux de l'Assemblée nationale. Plus remarquable encore, elle a fait ses débuts lors d'un débat qui est passé à l'histoire. Bonjour, Madame Cuérier. Bonjour. Madame Cuérier, dans quelles circonstances en êtes-vous venue à vous intéresser à la politique? Ça date de longtemps, ça date de ma jeunesse, vraiment, parce que je crois que la première fois, là, c'est que je me souviens d'avoir vu mon père arriver en voiture. Il venait d'être élu délégué syndical. Dans ce temps-là, ça fait longtemps, là, c'était avant peut-être 1935, dans ce coin-là. Et puis, déjà, lui, il considérait qu'il ne devait pas y avoir les close shops, là, les syndicats de boutique, là. Et ils en parlaient. Puis, du côté de ma mère, ben, c'était une ex-enseignante, mais elle votait déjà, elle, mais au fédéral seulement, parce qu'on n'avait pas le droit de vote, les femmes, à ce moment-là, au Québec. Puis les campagnes électorales étaient longues. Ça durait jusqu'à 3 mois. Puis je me souviens d'avoir vu parfois un homme puis une femme, là, le mari et la femme, là, qui ne se parlaient pas pendant tout le temps de la campagne électorale. Alors ça marque là, des petites filles dans ce temps-là. Et après ça, j'avais 14 ans quand les femmes ont eu le droit de vote. Ça aussi, j'ai entendu les débats qui se sont passés à ce moment-là. Ça m'intéressait aussi. Ma mère allait pouvoir voter aussi. Alors c'est ça, surtout ça qui m'a marqué là, dans l'enfance. Et vous vous êtes impliqué dans le domaine scolaire pendant plusieurs années, mais vous avez dû mettre fin à cette carrière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai commencé à enseigner, j'avais 19 ans. J'ai enseigné quelques années, mais à Montréal, il fallait avoir le plus haut brevet d'enseignement pour pouvoir enseigner à Montréal. Mais quand je me suis mariée, je n'ai pas été réengagée. Parce qu'à ce moment-là, la politique de la commission scolaire, c'était qu'on ne réengageait pas les femmes mariées. Pendant tout ce temps-là, vous suiviez un peu du coin de l'œil le cheminement de René Lévesque, d'abord par ses émissions Point de mire à la télévision, et ensuite comme ministre libéral, et vous l'avez suivi au point de militer avec lui au PQ. Ça a été un long parcours, ça. Ben oui. Quand Point de mire est arrivé, là, Point de mire était animé par René Lévesque, et lui, il nous parlait de la politique internationale. Ça nous a ouvert les yeux, là. Avant ça, je me demande si on pensait qu'on comprendrait ça. Sauf que ses explications étaient tellement claires, on se sentait intelligent, là. Et à ce moment-là, oui, mon mari et moi, on a suivi beaucoup les émissions de Point de mire. Puis après ça, il est arrivé, quand Maurice Duplessis est décédé, je parle de loin, hein, là. Quand Maurice Duplessis est décédé, après ça, dans le journal, il y a eu plein de choses nouvelles qui se passaient. Là, les gens commençaient à parler de toutes sortes de choses. Il me semble que les journalistes s'éveillaient eux aussi à quelque chose de nouveau. Et pour nous, à ce moment-là, c'était le Parti libéral, puis René Lévesque qui avait joint le Parti libéral, mais on sentait que ce vent nouveau-là, c'était le Parti libéral qui ferait les changements. Et c'est ça. On a voté libéral en 1960. Et puis ensuite, bien, tout le monde s'est passionné pour la nationalisation de l'électricité. Le slogan « Maître chez nous ». Et on suivait toujours M. Lévesque parce que quand
Les opposants à la nationalisation de l'électricité disaient, là, le budget qui a été prévu, ça se peut pas, là, ça ne va jamais entrer à l'intérieur de ça, vous n'allez jamais être capable de le faire comme ça. Et les gens de chez nous n'ont pas les qualifications pour faire fonctionner une grosse machine comme ce qui allait devenir Hydro-Québec. Mais quand Manicouagan a été bâti, on était tout le monde très fiers de ça. Et l'autre chose aussi qui nous a beaucoup intéressés, c'est que le ministre allait sur place et allait saluer les gens qui travaillaient là. Il allait rencontrer les travailleurs de chantier. Les gens l'adoraient. Et nous, on entendait parler de ça aussi. Et c'est ça aussi qui a fait qu'au moment où M. Lévesque a quitté le Parti libéral, c'est là où notre militantisme a commencé. On n'avait jamais fait partie d'aucun parti politique avant, là. Et est-ce que ça vous a mené au congrès de fondation du PQ en 68? Oui. Nous, on est allés au congrès de fondation. Mais avant ça, j'avais détenu un petit poste, là. Un petit poste, c'est qu'il y avait eu la loi sur les fabriques en 1965. M. Lévesque a démissionné en 67. La loi sur les fabriques avait été adoptée en 1965 et elle devenait en application en janvier 66, je crois. Et c'était la première fois que les femmes avaient été autorisées à devenir marguillières. Et moi, je n'ai jamais pensé que je pourrais me proposer pour faire ça, mais il y a quelqu'un, pendant l'Assemblée des paroissiens, qui m'a proposé. Alors, je me suis trouvée une fille parmi 5 garçons, plus un curé. Et un curé qui des fois, passait par-dessus la tête de ses administrateurs, là. Et peut-être que ça aussi, ça a fait mon éducation politique jusqu'à un certain point. Et peut-être à cause de ça que quand on est venu me demander pour me présenter comme candidate, je ne sais pas à quoi ça tient, mais c'est peut-être en partie à cause de tout ce vécu-là. Je reviens au congrès de 68. Vous étiez là au congrès? Oui, mon mari et moi, on est allés comme observateurs au congrès de Fondation de souveraineté association en 67. On est allés aussi comme observateur au congrès de Fondation du Parti québécois en 68. Et c'est de là qu'a commencé le militantisme. Et là, j'ai été membre du premier exécutif de comté. On allait à tous les congrès comme délégué. On élaborait le programme du parti. Et c'était nous qui faisions le programme. Pour nous, c'était bien, bien important. Et on se sentait bien utile, mais en même temps, on faisait nos classes, là. On apprenait la politique, on apprenait à faire de la politique, vraiment. Et en 70, à la première élection où le Parti québécois a fait élire des candidats, des députés, vous n'étiez pas candidate, mais vous avez travaillé à cette élection-là. Oui, j'ai travaillé à l'élection de 70. Et le Parti québécois, c'était pour lui la première élection, hein. Il n'y avait personne, pas des gens qui nous entouraient, nous, là, il n'y avait personne qui avait déjà fait des élections. On avait tout à apprendre. Parfois, on avait des directives qui venaient du national. Moi, j'ai été responsable du local électoral du parti pendant la campagne de 1970. Alors, je préparais l'agenda du candidat. On savait les gens qui venaient au bureau, qui venaient offrir leurs services. Il fallait décider quelle tâche on allait donner à chacun. Ils ne savaient pas, eux autres non plus, quoi faire, là. Alors, c'est ça. On a appris à faire des élections. Puis, en 70, il y a 7 députés qui ont été élus, 7 députés du Parti québécois qui ont été élus à l'Assemblée nationale. En 73, là, vous avez été plus actif, vous étiez candidate. En 73, les candidats ne se bousculaient pas aux portes dans le comté chez nous parce que c'était un comté imprenable pour le Parti québécois, on le savait. On le savait, puis on ne mettait pas d'espoir là-dedans, là. Sauf que on voulait aussi faire avancer le parti. Donc, ça prenait un candidat. Ce sont des jeunes militants du comté qui sont venus me voir à la maison, puis qui m'ont sollicité pour me dire
c'est toi qu'on verrait là. Et j'ai fini par accepter et on a plongé. Pas facile, dans un comté où le comté comptait 60 de francophones, mais aussi 40 d'anglophones. Et on savait bien que les anglophones n'allaient pas voter pour la souveraineté, donc pas pour le Parti québécois non plus, pas à ce moment-là en tout cas. Et on a compté sur notre petit noyau de 300 membres dans le temps, là. Et c'est avec eux qu'on a fait la campagne électorale. Ils sont allés chercher des gens. On a vraiment augmenté le nombre de membres beaucoup pendant la campagne électorale. Mais c'est ça. Il nous est arrivé Des incidents de campagne? Des incidents de campagne, en effet. Il nous est arrivé, par exemple, une fois où on avait loué un local où quelqu'un devait venir ouvrir la porte et tout le monde était rendu au local. La porte n'était pas ouverte, puis il n'y avait personne pour l'ouvrir non plus. Il fallait qu'on avise ce qu'on pourrait bien faire. Ça fait qu'en changeant de place, on s'est trouvé à faire un petit défilé. Puis pendant le défilé, on se fait crier « Go home, Frenchie! » Et on se disait là, où est-ce que c'est qu'on va aller, nous autres, les francophones, si on ne reste pas au Québec, là? Mais tout ça pour dire que c'était pas si facile que ça, là. Et on ne pensait pas non plus qu'on serait élu dans le comté. En 1976... Qu'est-ce qui vous a convaincu? En 1975? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Oui. On est venu me voir de nouveau, puis on m'a dit, tu l'as fait en 1973, là, on sait comment fonctionner, tu devrais te présenter à nouveau, devenir la candidate choisie du Parti québécois. J'avais dit, bien là, ça va être d'accord pour cette fois-ci, là, mais ce sera la dernière fois. Je vais avoir fait ma part, ce sera le tour de quelqu'un d'autre de représenter le Parti québécois dans le comté. Et là, la campagne était plus facile? Beaucoup plus facile parce que, bien, j'ai été choisie candidate en 1975, un an avant l'élection de 1976. Alors, ça m'a permis de participer à beaucoup d'activités dans le comté, mais en ayant déjà l'étiquette de candidate. Et je me souviens que j'avais écrit des chroniques dans le journal pendant plusieurs mois. Chaque semaine, j'écrivais une chronique dans le journal. Je répondais à toutes les invitations que les gens me faisaient. Et quand il y avait des fêtes ou des organisations de clubs dans le comté, parce qu'il y en a beaucoup, je me présentais, puis j'allais danser avec les gens. Et pourquoi vous vouliez devenir député? Est-ce que c'était par ambition personnelle? Vouliez-vous faire changer les choses, à part de l'objectif, évidemment, de la souveraineté? Non. Je trouve que c'est mon engagement, là, c'est au niveau social qui m'a amené à faire ça. J'avais appris à écouter les gens, à être attentive à leurs besoins. Je trouvais que il y avait des choses, en tout cas, qui étaient plus flagrantes que d'autres, là. Les francophones devaient parler en anglais avec les contremaîtres ou les patrons d'usine. Il n'y avait pas le choix, là. Alors, tout ça pour dire que de fil en aiguille, il est arrivé que pour nous, c'était la souveraineté qui serait la solution, qu'on pourrait gérer nos propres affaires, voir aux besoins de nos populations, puis que les taxes en iraient à un seul gouvernement. Vous parliez tantôt que le comté de Vaudreuil-Soulanges était divisé 60 de francophones, 40 d'anglophones, mais est-ce qu'il y avait d'autres disparités, soit économiques, soit sociales? Est-ce que c'était un comté particulier? C'est un comté très... Vaudreuil-Soulanges, c'est un comté très diversifié. D'abord, dans Vaudreuil-Soulanges, c'est pas comme pour les députés de Montréal, là. Il y a plusieurs députés pour une seule ville, mais chez nous, là, il y avait 32 municipalités là, dans Vaudreuil-Soulanges. Il y en avait qui étaient régies par la loi des cités et villes, d'autres par le code municipal. Il y avait
il y avait presque autant de clubs d'âge d'or que les 32 municipalités. Chacun avait son club d'âge d'or, son club optimiste. Il y avait 2 chambres de commerce dans Vaudreuil-Soulanges. Il y avait l'Association des jeunes agriculteurs. Et Vaudreuil-Soulanges, c'est un comté où, en grande partie agricole, à ce moment-là, parce que l'urbanisation se fait galopante maintenant, là. Mais il y avait une grande partie du comté qui était agricole. Il y avait aussi des gens très bien nantis, mais il y avait aussi une partie où les gens étaient des ouvriers qui avaient des revenus, mais... Modeste. Disons que Vaudreuil-Soulanges avait un revenu moyen plutôt haut que bas. Il faut dire qu'il était tiré par le haut aussi par la ville de Hudson, où dans Hudson, à Hudson, en 1976, c'était le plus haut revenu moyen au Canada. C'est que ça faisait aussi que le revenu moyen du comté était comme plus haut aussi, là. Et durant la campagne de 1976, est-ce que vous avez senti un moment ou l'autre de la campagne, plus ça avançait, que le courant pouvait vous être favorable et peut-être même aussi favorable au PQ pour prendre le pouvoir? Ou si vous disiez, oh, ça va être un peu... Au commencement, non. Au commencement, je ne pensais pas que c'était possible. Après, on sentait des vents de changement, mais non, mais tu sais, ça avait été, je me souviens plus, le vote avait été, je pense, à 30 pour le Parti québécois. Mais à un moment donné, dans le journal anglophone du comté, c'était marqué, en tout cas, il y avait un titre où ça disait « Cuerrier might topple Phaneuf ». Et moi, je lis ça, puis je ne le croyais pas, là. Je me disais, ben là, tu sais, peut-être qu'ils veulent que les gens se forcent un peu pour aller voter pour leur parti, en tout cas. Tout ça pour dire que, finalement, oui, on a travaillé beaucoup. Et notre membership, le nombre de membres dans le comté est monté jusqu'à 4000 à ce moment-là. Ça faisait aussi une campagne électorale beaucoup plus électrisante, là. Ça faisait... je me sentais portée un peu par le mouvement, là. Et effectivement, c'est que le vote des anglophones a été... et des francophones, évidemment, a été divisé entre le Parti libéral et l'Union nationale à cause de la fameuse loi 22, là, sur la langue, qui avait été passée en 1975, hein, pendant le mandat du Parti libéral. Donc, une certaine surprise, ou même une surprise certaine de votre élection? Ah, le joueur de l'élection, on ne s'attendait même pas à ce que je pense, là, que ce soit moi qui sois élu. Et tout le temps, toute la soirée, les résultats ont été des fois lui, des fois M. Phaneuf en avance, des fois moi, des fois M. Phaneuf, des fois moi. Et à la fin de la soirée, j'ai été élu avec 534 voix. Alors, je défaisais Paul Phaneuf, le ministre au commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport à ce moment-là. Et qu'avez-vous ressenti quand vous êtes présenté pour la première fois ici à l'Assemblée nationale, votre première rencontre avec vos nouveaux collègues, avec M. Lévesque? Qu'est-ce qui vous a dit de particulier? Comment vous avez vécu tout ça? La première fois que je suis arrivée à l'Assemblée nationale, d'abord, il y avait tellement de choses nouvelles. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve pour moi parce que je faisais les choses à mesure qu'il fallait les faire, là. Puis, à un moment donné, on nous dit, bon, les députés qui ont élus du Parti québécois, vous avez cette partie-là, vos bureaux sont ici. Et on a une liste de secrétaires qui sont en disponibilité. Vous choisissez une secrétaire. Alors, j'ai fait des entrevues, quelques-unes, pas beaucoup, 2 ou 3, je ne me souviens plus, là.
Et quand j'ai eu engagé ma secrétaire, ça a facilité beaucoup les choses. La chose dont je me souviens bien, par exemple, et que je n'oublierai jamais, c'est quand M. Lévesque nous a réunis, les 71 élus du Parti québécois, pour la première fois. Il nous avait dit, et c'est la première chose qu'il nous avait dite, il nous avait dit il n'est pas question que qui que ce soit d'entre nous n'accepte quoi que ce soit comme cadeau. Et nous, on a bien compris que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de pot de vin, il n'y avait pas de corruption, il n'en était pas question. Et c'est plusieurs années plus tard, quand M. Lévesque avait parlé de la loi sur le financement des partis politiques, il avait dit même si on n'avait adopté qu'une seule loi, la loi sur le financement des partis politiques, ça aurait valu la peine qu'on soit au gouvernement. Pour lui, c'était vraiment la loi la plus importante. Et un mois à peu près après votre élection, il vous nomme vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un poste que vous aviez sollicité, mais comment il vous l'a appris, puis comment vous avez réagi? Non, d'abord, j'avais tellement de choses à faire que je n'ai jamais même pensé que je pourrais avoir envie d'exercer une autre fonction que celle de député, parce que je trouvais que c'était déjà beaucoup. Mais M. Lévesque m'a appelé au téléphone. Je ne sais pas s'il était à Montréal ou s'il était à Québec, lui, mais moi, j'étais dans mon bureau de député à Québec. Et il m'a dit « Madame Curie, j'ai pensé à vous, je voudrais vous proposer à l'ensemble des députés pour qu'ils vous élisent comme vice-présidente de l'Assemblée nationale. » Je dis « C'est une grosse job, là, ça, M. Lévesque, que vous m'offrez là, là? » Il dit « Oui, on a tous des grosses jobs, Chris. » Je dis « Bien, si vous pensez que je suis capable de le faire, je vais m'arranger pour être capable. » Alors, c'est comme ça que j'ai été vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il m'a proposé... Mais comme vous deveniez la première femme, la première dame à occuper le fauteuil, est-ce que vous avez ressenti une responsabilité particulière? J'étais la première femme au Québec et M. Richard disait que probablement dans tout le Commonwealth britannique, mais on n'a pas vérifié partout, là. Mais au Québec, sûrement, j'étais la première femme à exercer cette fonction-là. Oui, j'ai senti une responsabilité particulière, certainement, parce que je trouvais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Je n'étais pas nécessairement toute prête, là. Mais parce que vous n'aviez pas de formation juridique, est-ce que vous avez pris un temps d'arrêt, je ne sais pas moi, pour vous préparer, consulter la jurisprudence, les règlements, tout ce qui concerne cette fonction-là? Non, j'ai pris une semaine complète, je m'en suis allée dans un couvent. Je descendais pour aller manger ou pour aller dehors un peu, là, mais j'ai pris mon règlement, les 180 articles du règlement, puis j'ai étudié mon règlement pendant une semaine, à plein temps, à faire que ça. Et les décisions aussi qui complètent le règlement, les décisions des anciens présidents. Mais c'est ça, après ça, j'ai eu une autre formation aussi, mais celle-là est arrivée un petit peu plus tard. C'est qu'à un moment donné, le Canada, le Québec, comme plusieurs pays, font partie des pays du Commonwealth. Mm-hmm. Et à Londres, on offrait une formation pour les speakers des différents pays du Commonwealth. Puis j'avais dit à M. Richard que je trouvais que c'était moi qui en avais le plus besoin là, de ça. Alors je suis allée, il m'a mandaté pour aller à Londres pour 2 semaines. Vous rappelez-vous la première fois, là, la toute première fois où vous avez monté les marches pour présider les travaux de l'Assemblée? Qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous vous en rappelez? Oui, je me rappelle. Je me rappelle bien de la première fois. Puis quand j'y pense encore, il me semble que je me sens encore comme ça. Parce que j'étais assise dans ma chaise de députée à l'Assemblée nationale. Puis le président m'avait dit cet après-midi, ça va être la réponse au discours inaugural. Ça fait que ça va être Gérard Lévesque qui était le chef de l'opposition à ce moment-là.
qui va répondre au discours inaugural. Moi, je savais, d'après mon règlement, que dans le discours inaugural, on peut parler de tout ce qu'on veut. On peut parler de n'importe quoi. Alors, pour moi, ça voulait dire aussi que ça ne devrait pas être si difficile que ça le serait probablement plus tard aussi. Fait que là, j'avais les jambes en coton, puis je pensais que je ne serais jamais capable de monter au fauteuil. Puis là, je me suis dit, là, il y en a d'autres qui sont montés au fauteuil puis qui n'étaient jamais montés avant. Moi, on va faire comme les autres. Alors, je suis montée au fauteuil, ça s'est bien passé. Et par la suite, est-ce que vous avez voulu changer des choses? Parce que l'Assemblée nationale, c'était la première fois qu'il y avait autant de femmes, seulement 5 à ma souvenance, 5 ou 6. 4 au départ, une après ça en élection partielle. Bon, donc ce n'est pas la majorité. Non. Est-ce que vous vouliez changer des choses parce que c'était des habitudes faites pour des hommes? La féminisation des titres, ça a été une longue bataille. C'était Madame le Président, Madame le Ministre, Madame le Député. L'Académie française avait décidé que si on disait Madame, c'était suffisamment significatif. Il fallait dire Madame le Ministre. Et nous, on se disait... puis même il m'accordait quelque chose, il me disait « Mais présidente, ça existe en français, ce mot-là, ça existe, le féminin de président, vous pourriez l'utiliser. » J'avais dit « Bien là, la langue française, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, la langue française. Quand il y a des nouveaux mots en technologie, on les adopte. Là. Pourquoi on ne pourrait pas nommer les personnes qu'on a besoin de nommer? Avant ça, il n'y en avait pas de ministre, on n'avait pas besoin de féminin, mais là, il y en a. Et puis finalement, j'avais décidé qu'on allait m'appeler Madame le Président, comme on disait pour les ministres et les députés. On le mettrait au masculin aussi, jusqu'à ce qu'on décide que tous les titres seraient au féminin. Et on avait parlé avec le président de l'Assemblée nationale, on avait discuté de ça, et Clément Richard avait décidé qu'on allait faire une consultation auprès de tous les députés parce qu'il y avait eu des contestations dans les journaux, il y avait des lettres des lecteurs. Les féministes s'étaient élevés contre ça, évidemment. Alors, on a fait une sorte de sondage et à mon bureau, on s'est occupé de récupérer les réponses au sondage. Puis, à un bon moment, on a décidé que, bon, Mme Payette s'est élevée à l'Assemblée nationale, puis elle a dit... Madame la Présidente, je vous demande la parole. Madame la Présidente. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Des consommateurs. Compagnie coopérative. Oui. Coopérative et institutions financières. Voilà. Et on avait fait exprès pour appuyer sur le « la » pour qu'on ne corrige pas au journal des débats. Parce que des fois, quand on faisait des petites erreurs, c'est automatique, là, on corrigeait. Où on nous demandait la permission pour corriger, mais là, on ne voulait pas que ça se corrige. Et après ça, on a toujours nommé les fonctions au féminin. Madame Cuilleré, c'est bien intéressant. On continuera la semaine prochaine parce que là, il y a des grands débats qui vous sont venus en arbitrage. Bien, c'est ça. Merci beaucoup.